Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la stalle, Thierry #Henry, épisode donc 159. Aujourd'hui donc on va parler de comment créer un business en partant de zéro. Tu verras dans l'épisode, c'est pas vraiment zéro, c'est quasiment zéro, mais pas avec de gros business, enfin de gros fonds plutôt. Il y aura donc comme la semaine dernière 4 invités qui vont parler de différents business, donc 4 business que normalement tu dois connaître. Si tu connais pas, ça tombe bien, tu vas pouvoir en apprendre beaucoup. Et bien sûr, je te mets donc les liens vers l'épisode complet avec ces invités et donc des liens aussi pour les joindre et te former avec eux. Donc je te dis à tout de suite après, on va remercier le sponsor. Helium 10, que j'utilise pour mon business Amazon FBA et aussi pour mon livre. Tu peux tout faire avec une seule plateforme. Tu vas pouvoir donc rechercher et trouver facilement des produits grâce à leur solide base de données de plus de 450 millions de produits référencés. Tu auras la possibilité de faire des projections et savoir ce qui marche dans ta niche. En plus de tout ça, tu vas trouver donc des milliers de mots-clés en quelques secondes, surtout les expressions à faible concurrence. C'est donc un gain de temps et d'argent assez important. Pour finir, Helium 10 t'aide aussi dans l'écriture de ton listing, ta fiche produit, qui sera donc professionnelle et bien rédigée pour te démarquer de la concurrence. Tu l'as compris, tout ton processus de décision est facilité grâce à toute cette data et les multiples outils d'Helium 10. Pour tester gratuitement, c'est ici donc ecom7, ecom7.fr/h10, donc H10, donc ecom7.fr/h10. Donc après avoir remercié le sponsor, comme je disais, donc on va parler donc de différents business. Donc il y aura une partie de POD, donc Pretend de moi si tu connais pas. On a aussi donc la box par abonnement, Amazon KDP. Et donc des petites idées comme ça, donc tu verras, il y en a plusieurs, parce que même dans ces idées-là, il y en aura d'autres qui vont arriver dedans. Donc réellement, écoute bien jusqu'à la fin. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à commenter. Ceux qui ont commenté la semaine dernière, parce que c'est pas souvent que malheureusement que tu commentes, mon ami. Donc ça fait vraiment plaisir. Surtout si tu peux commenter sur Spotify et iTunes, c'est bien en général. Tu commentes sur YouTube, mais je préfère, si tu peux, sur iTunes, me mettre aussi 5 étoiles, et aussi donc sur Spotify et les autres plateformes de podcast. Donc ensuite, je précise d'avance qu'il y aura aussi un épisode la semaine prochaine. Et puis après, réellement, on coupe pendant un petit mois. Donc je te dis à tout de suite avec mes 4 invités. Alors moi, c'était que du payant. Donc uniquement du payant, et c'était avec Facebook. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a 5-6 ans, Facebook, c'était vraiment différent. Donc déjà, on avait moins de connaissances. Mais par contre, c'était beaucoup plus facile. On vendait uniquement avec des photos qu'on retouchait super rapidement avec Canva. Je me rappelle, moi, mon premier produit qui a bien fonctionné, c'était des écharpes sur AliExpress. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai grimpé petit à petit. Et je réinvestissais après en permanence dans la pub. Et c'est ça qui a fait qu'au bout de quelques mois, j'ai réussi à générer vraiment beaucoup. J'avais 3 ou 4 sites à peu près. Parce qu'en fait, ce que je voulais, moi, c'était à la base gagner simplement des compléments de revenus. Par rapport à moi j'étais plombier chauffagiste, et ce que je voulais, petit plombier chauffagiste, ce que je voulais c'était monter ma société plombier chauffagiste et ensuite gagner des compléments de revenus grâce au e-commerce par exemple. Et donc ce que j'ai fait, moi ce que je voulais c'était avoir donc des revenus H24, vraiment tout le temps. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé 3 ou 4 sites sur les différents principaux fuseaux horaires, ce qui m'a permetté en fait par exemple d'avoir un site en Australie, j'avais un site donc en Europe, un site aux États-Unis, etc. Ça me permettait de faire des ventes tout le temps, même quand je dormais et tout. Et c'est la stratégie que j'avais utilisée à l'époque, je me souviens. Et tout ça toujours en solo? Tu avais déjà une équipe pour, par exemple, faire les sites? Est-ce que la formation, parce que moi je la connais pas, enfin je sais très bien que c'était une formation assez costaud, moi j'ai souvent entendu parler, même qu'après elle l'a donnée gratuitement, je crois, 2 ou 3 ans après. Et en fin de compte, elle était assez complète, il y avait vraiment beaucoup de contenu. Est-ce que donc tu avais appris dedans à faire ton propre Shopify, par exemple, si tu passais par eux? Ou est-ce que à un moment tu t'es dit, je peux pas tout faire parce qu'il y a Facebook, il y a Shopify, il y a un ensemble d'éléments, l'email marketing. Est-ce que tu as délégué assez rapidement ou tu as quand même au début beaucoup fait tout seul? Alors au début, j'ai beaucoup fait tout seul. Magic Business, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment la première formation de dropshipping qu'il y a eu en France, c'est la toute première. Et après, tout est parti de là en fin de compte. Et moi, au départ, je faisais tout moi-même parce que c'était important. Je pense encore aujourd'hui que c'est important de tout faire soi-même, c'est-à-dire le support client, de faire les pubs, de faire le site, etc. Après, j'ai tout appris sur le tas. Voilà, et c'est petit à petit, à force de persévérer, etc., que voilà, j'ai réussi à faire des sites de plus en plus rapides, de plus en plus professionnels. Et après, je savais exactement, quasiment ce qui fonctionnait, et ce qui m'a permis après de déléguer, dans un premier temps, le support client. C'est ce qu'il faut déléguer en premier, selon moi. Après, il va y avoir aussi tout ce qui est maintenant les visuels publicitaires. C'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens vont voir en premier.
Si bah, tu as beau avoir la meilleure structure marketing, le meilleur tunnel de vente, etc. Si les personnes bah, elles accrochent pas sur ta première vidéo, ta première image, ta première pub, bah, elles iront pas plus loin. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et après, bah, petit à petit, j'ai commencé à déléguer, à monter mon équipe jusqu'à 5-7 personnes, quoi. Voilà. D'accord. Question par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que donc à l'époque c'était plutôt Facebook, plutôt donc les images. Maintenant il y a beaucoup d'évolutions comme maintenant c'est les carousels et les vidéos et YouTube. Est-ce que tu ferais la même chose ou tu évoluerais plus vers Instagram qui est très à la mode, plus vers Pinterest, plus vers YouTube vidéo. Donc comment, si tu recommences à zéro maintenant, parce que là c'est un peu le but, hein, surtout que tu vas peut-être un peu nous dire indirectement ce qu'il y a dans la formation, comment tu ferais là l'Anthony Taylor de 2021, comment il ferait pour passer en 4-5 mois, donc là tu vas faire rêver plein de gens, à 30 000 euros. Ouais. Alors ce que je ferais aujourd'hui, ce qui est important et ce qu'on peut voir maintenant, notamment avec les blocages Facebook, les différents blocages, tout ça qu'il peut y avoir, ben ce serait de faire déjà du multivecteur de trafic. Parce que déjà j'ai plus une vision long terme que ce que j'avais avant. Avant je voulais juste faire de l'argent. Donc je faisais des sites, je les revendais, je faisais des sites, je les revendais. Ensuite donc j'avais des petits sites comme ça, je les coupais. Enfin voilà, je faisais vraiment, je travaillais beaucoup dans ce sens. Maintenant ce qu'il faut faire, je trouve que c'est la meilleure des choses, c'est de développer tous les vecteurs de trafic, le maximum de vecteurs de trafic. Moi je dis qu'il faut un minimum de 3 à 5 vecteurs de trafic pour avoir un business stable. Et avoir plus de produits, pas dépendre d'un seul produit gagnant entre guillemets, hein, parce qu'un produit, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais on cherche des produits gagnants, des produits winners, etc. Un produit winner, c'est nous qui allons le transformer en produit winner grâce à notre marketing. Ça peut-être qu'on y reviendra après, mais ce qu'il faut c'est vraiment faire du multivecteur de trafic, donc avoir du Facebook, avoir du Snapchat, avoir aussi donc du Google Ads, du SEO, du Google Ads aussi avec YouTube Ads, Pinterest, faire des influenceurs, etc. Et voilà, après il faut adapter bien entendu les vecteurs de trafic en fonction de l'audience qu'on souhaite viser, en fonction des produits qu'on souhaite lancer, quoi. Quand tu parles de produits winners, c'est un peu, parce que moi, comme je t'ai dit en off, j'ai débuté sur Amazon, c'est un peu donc des produits, parce que c'est vrai que souvent, techniquement, si on va faire du sourcing, les produits sont identiques partout, donc il faut adapter les produits et vraiment créer quelque chose d'unique, on va dire. C'est un peu ça. Il faut toujours apporter quelque chose en plus de valeur en fait au client. Par exemple, bah déjà, il y a beaucoup de concurrents. Enfin, il y a beaucoup, non, ça aussi. Mais ce qu'il faut, c'est pas prendre un produit d'AliExpress et le revendre comme ça. Faut pas juste, tu vois, ça marche plus et c'est pas très intéressant. Il faut toujours apporter beaucoup de valeur. C'est-à-dire, par exemple, nous, ce qu'on fait quand on a un produit, on voit un produit physique, ce qu'on va faire déjà, c'est on va augmenter sa valeur ajoutée. Et en augmentant sa valeur ajoutée, on va automatiquement augmenter sa valeur perçue. Et à ce moment-là, on peut donc augmenter les prix. Il y a plein de possibilités comme ça après, mais ça va aussi augmenter la conversion. C'est-à-dire, j'ai un produit, par exemple, j'ai un produit dans le fitness qui va te permettre de faire perdre du poids. Je te donne un exemple. Et ben ensuite, on va faire créer donc une formation ou un e-book, formation vidéo de 30 minutes, 1 heure, ou un e-book avec une routine fitness, etc. Et on va le vendre et le proposer en même temps que ce produit physique. Donc voilà, on essaie toujours en fait d'aller plus loin que la concurrence et de s'améliorer, de s'inspirer bien sûr de la concurrence, de tout ce qui se fait, mais surtout d'améliorer au maximum le produit, le service qu'on veut proposer. Voilà. D'accord. Donc ouais, ce que tu fais le plus souvent, donc c'est là tu as parlé de l'e-book, qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Parce que moi dans la technique un peu Amazon, c'est plutôt donc comme tu dis de faire un e-book, mais après donc des fois c'est de faire une modification de produit si tu peux. Ouais, ça c'est le mieux. Quel type de modification est le plus simple à faire et à l'opposé, quel est ce qui est le plus compliqué? Peut-être que peut-être il faut plus de temps et plus d'argent pour vraiment avoir une niche unique, on va dire. Ben, ça, ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit pour sur l'amélioration d'un produit. Ça, c'est des choses qu'on fait plus tard généralement, quand on part par exemple sur une création de marque ou autre. Toi, du coup, sur Amazon par exemple, en private labeling, et ben, ce qui est intéressant là, c'est, admettons, nous, je prends qu'est-ce que je vais prendre comme. Admettons, on a un bracelet, je vends un bracelet. Et j'ai beaucoup de retours clients qui font que voilà, par exemple il se casse facilement, etc. Il est pas très résistant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer le produit en changeant les matériaux, ce genre de choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est reprendre un produit qui a déjà très bien fonctionné et voir s'il n'y a pas un autre produit qui a simplement un design qui va être différent
ou qui va apporter une petite amélioration supplémentaire sur le même produit qui a déjà très bien fonctionné. Et c'est plutôt celui-là qu'on va mettre en avant. Voilà, donc après, bon, il y a plein d'autres possibilités hein, sur les améliorations de produits. Et si on part en production, il y a plein de possibilités. Après, on fait tout ce qu'on veut, quoi. Toi, actuellement, tu fais le sourcing toujours sur Amazon ou tu vas directement sur place en Chine ou dans d'autres pays pour aller voir, comme tu as peut-être un autre niveau, comment tu fais le sourcing et comment tu conseillerais à un jeune de le faire? Parce que est-ce que maintenant AliExpress c'est pas surfait? Est-ce qu'il faut pas essayer de faire différemment pour trouver des produits différents? Alors, il y a beaucoup de possibilités de sourcing, même uniquement pour les débutants, je veux dire, uniquement derrière leur ordinateur, hein, avec donc la recherche sur YouTube, sur différentes plateformes de vente e-commerce qui vont être par exemple Amazon, etc. Ensuite, sur les réseaux sociaux, sur les sites de téléachat, tu vois, sur les sites tendances, même sur des sites concurrentiels. Il y a même des outils qui existent comme Seller Pulse, il y a aussi AdSpy qui est connu, etc. pour de la recherche produit. Moi personnellement, AdSpy je l'utilise pas pour de la recherche produit, mais plus pour faire une veille concurrentielle ou des analyses concurrentielles ou des études de marché. Mais sinon après voilà, il y a encore plein de possibilités et ça fonctionne encore aujourd'hui, même depuis son ordinateur et derrière son ordinateur sans se déplacer. Après, on peut maintenant avoir des sourceurs, des agents dans n'importe quel type de pays ou embaucher quelqu'un qui va aller sourcer pour nous en physique, etc. Moi, ce que je conseille, c'est si on veut créer une marque, après, c'est se déplacer directement dans l'usine ou envoyer quelqu'un de son équipe ou quelqu'un de confiance qui va permettre de regarder toute la chaîne de production de A à Z et s'il n'y a pas de problème ou autre, quoi. Voilà. Ouais, donc ça, j'aimerais bien que tu en parles un peu plus, parce que moi, c'est ce qu'on m'a conseillé dernièrement, parce que j'ai sourcé en France, parce que ça me saoulait. Je crois que même quand j'ai commencé l'e-commerce il y a quelques temps, pas aussi fort et pas aussi sérieusement que toi, ce qui m'a toujours bloqué, c'est le sourcing. Et je pense que ça bloque beaucoup de gens, parce que monter un shop, c'est pas compliqué, le marketing, c'est pas compliqué, mais le sourcing, c'est là-bas. S'il n'y a pas le produit, tu peux rien faire. Ah ouais, donc, c'est sûr. est-ce que, donc, on va essayer de peut-être pour ceux qui ont eu les problèmes et qui ont toujours, moi j'ai fait un peu de sourcing mais c'est en France donc c'est peut-être plus facile. J'ai même dû négocier des tonnes à la tonne parce que sinon sans unité ça marchait pas. Ouais. Comment tu motiverais les gens de dire voilà, faut pas avoir peur du sourcing et parce que là donc tu l'expliques de façon simplement mais pour toi c'est super simple mais donc on va dire oui mais moi j'ai essayé, j'ai regardé Alibaba, j'ai rien compris, il faut regarder le nombre d'années qu'il a, enfin et même moi j'ai reçu les produits. Et les produits, je sais pas, le sourceur m'a appelé, j'ai dit ah non, j'arrive, je sais pas, j'ai stoppé. C'est pas bon, ouais. C'est le côté peut-être confiance avec la Chine et l'étranger. Et qu'en France, tu sais que tu as des normes, tu as tout ça, donc tu as moins de soucis. Tu es content sur le prix. Le prix, là, il n'y aura jamais de problème, il faut mieux les prendre en Chine. Mais tu as toutes les étapes qui peuvent des fois bloquer. Donc tu as donné une solution, parce que moi, c'est ce qu'on m'a donné dernièrement. Donc, prends un sourceur sur Upwork là-bas. Est-ce que comment ça marche ça comment il faut vérifier que tu as la bonne personne voilà. Après, donc, ce qu'il faut faire par rapport à ça, quand tu souhaites prendre un sourceur, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a déjà des gens de confiance, par exemple en Chine, et on leur demande, admettons, je sais pas, pour des gants, tu sais, les gants chirurgicaux, tout ça, d'aller voir directement l'usine, etc. Mais c'est des personnes de confiance qu'on a. Au départ, quand on n'en a pas encore, qu'on souhaite, par exemple, prendre un sourceur, il y a aussi des sourceurs qui sont spécialisés. Par exemple, tu as des sourceurs spécialisés dans les bijoux, dans, je sais pas, le mobilier, etc. Donc ça, faut faire attention. Et pareil, donc, excuse-moi de te couper, tu les prends sur Upwork, Elance, tu les prends où? Donc il y a Upwork, sur Malte aussi, j'aime bien Malte, c'est malte.fr. Sur ce site, nous on avait trouvé pas mal de personnes intéressantes. Après, donc c'est vraiment sur ces deux logiciels, n'importe quoi, sur ces deux sites. Donc qu'on va prendre, qu'on va sélectionner les sourceurs. Après, c'est de, bien entendu, faire des calls avec eux et voir vraiment s'ils sont bons dans leur domaine, essayer de les tester déjà sur des premiers sourcings, etc. Et après voir si on est satisfait ou pas, quoi. Mais tu les prends sur une courte période ou tu les prends dans ton équipe pour un contrat de 5 heures par semaine ou tu les prends juste pour une mission et ensuite tu les rappelles souvent quand tu refais une mission? Alors des sourceurs comme ça, quand je les prends sur Malte, etc., c'est des personnes que sur du court terme. Je les prends sur quelques mois, jamais dans l'équipe. Par contre, en Chine, ça nous est arrivé d'avoir une personne qu'on payait au mois, par exemple. Combien c'était 2000, on payait à peu près 2000 € par mois. Et la personne, nous sourçait, elle allait faire les cantons de fer, elle allait faire les foires, etc., les marchés, tout ça. Et souvent, elle trouvait en fait des produits qui n'étaient même pas encore sur AliExpress ou quoi. Donc ça, 2000 € par mois, c'est une somme quand même. Et donc, il sortait combien de produits par mois?
Par mois, à peu près, ça dépendait en fait quand il y avait les foires, etc. Mais c'était à peu près 30 à 50 produits quoi, par mois. Ah oui, d'accord, ouais, c'est rentable, Voilà. d'accord, ok. Ouais, Et non, donc là, c'est il fait beaucoup de tout, produits. il fait juste trouver le contact ou il fait aussi il va jusqu'au bout faire la commande, tester, enfin, qu'est-ce qu'il fait précisément? Nous, non. Alors, nous, on prenait uniquement la personne, elle nous faisait le sourcing, ensuite, elle nous donnait le contact, elle nous envoyait le produit, les vidéos, etc. Elle nous donnait le contact, et après, c'était à nous derrière de faire toute la négociation, voilà, et de parler derrière. C'était vraiment que de la pure recherche, quoi. C'était que ça. Alors pour moi, digital nomade, c'est d'abord un mode de vie. C'est pas une activité, parce que derrière, quand tu peux devenir digital nomade en exerçant une multitude d'activités possibles. Il y a plein de profils différents. Donc digital nomade, c'est avant tout un mode de vie. Et finalement, pour résumer, pour moi, c'est ce que je dis toujours quand on me pose la question, c'est avant tout d'avoir le choix, c'est accéder à l'indépendance géographique, si tu veux, et avoir le choix de pouvoir voyager ou vivre n'importe où, que ce soit à l'autre bout du monde, bien sûr, c'est un peu le cliché, sur une plage à Bali, etc. Mais tu peux aussi, t'es pas forcément, voilà, t'es pas obligé de partir à l'autre bout du monde, tu peux simplement choisir de vivre n'importe où en France, à la campagne, dans la Creuse, en Ardèche. Voilà, c'est avoir le choix de partir 3 mois si tu veux ou pas. Voilà, c'est avoir l'indépendance géographique que permet une activité sur Internet. Si tu veux ou pas. Voilà, c'est avoir l'indépendance géographique que permet une activité sur Internet. Ouais, donc c'est pas. Donc là, t'as plutôt élargi et t'as raison, faut me le dire, c'est plutôt de dire qu'on n'est pas fixé dans un bureau, on peut travailler où on veut, quand on veut, et on est un peu. Enfin, ce qui revient par rapport au livre, donc le côté liberté. Voilà, c'est avoir le C'est ça choix, qu'il faut se dire. c'est ça qui est génial, c'est d'avoir le choix de partir quand tu veux, voilà, c'est ça qui est cool. Et toi, comment t'es devenu, parce que tu vas nous détailler, mais comment t'es devenu donc digital nomade, parce que ce qui est un truc qui est pas mal, et je pense là, ça va faire rêver beaucoup de gens, parce que t'as dit que t'as créé le blog en 2010, même si bon, à l'époque, je crois qu'il y avait pas, peut-être qu'il y avait eu Panda, il y avait pas eu l'autre truc de Google, j'ai oublié le nom. Le trafic était peut-être plus facile, enfin, je dis des bêtises peut-être. Et est-ce que en un an, donc, t'es devenu indépendant, c'est-à-dire que le blog a bien marché, c'est ça? Assez rapidement? Oui, voilà, je l'ai créé en 2010, il n'y avait quasiment pas de blog de voyage vraiment, tu vois, un blog personnel, vraiment un tour du monde. Ils ouvraient un petit blog pour leur famille, pour leurs proches, ils racontaient leur voyage, et au retour, ils arrêtaient, tu vois. Ils retrouvaient un peu leur vie, ils arrêtaient, le blog s'arrêtait, tu vois. Il n'y avait pas vraiment de blog vraiment écrit par un voyageur sur le long terme, et surtout avec le but d'en vivre, en fait, voilà, en apportant des conseils pratiques, tu vois, et en essayant d'aspirer les gens à faire un break dans leur vie et de partir avec leur sac à dos, tu vois. Moi, c'était vraiment mon but à la base, c'était créer un média pour inspirer et aider les gens à partir en montrant que voyager, ça coûte pas si cher que ça, etc., etc. Et cetera. Et à l'époque, il y avait très peu de blogs positionnés sur ce créneau. Et alors, je sais pas si je réponds bien à ta question. Un peu, mais je vais creuser un petit peu. Donc, t'as créé le blog. Juste après une question qui va. Je vais creuser un petit peu. Donc, t'as créé le blog. Juste après une question qui va en lien. Tu faisais quoi avant? Est-ce qu'il y a un lien avec ce que tu faisais avant? Est-ce que tu étais dans le voyage? Est-ce que tu étais déjà rédacteur? Euh, Est-ce que ça Non, t'a pas aidé du ce que tu tout. faisais avant? Non, pas du tout. J'étais dans un Ah, autre domaine, tout autre. J'étais à la base, moi, je suis historien de formation et d'accord. j'ai aussi fait dans la communication. Et l'essentiel de mon activité professionnelle avant cette deuxième vie, c'était documentaliste. Tu vois, documentaliste, gestion de l'information dans le privé, dans le public. Mais C'est pas mal, ça peut aider un peu, non? ouais, un petit peu, mais j'avais pas vraiment de formation dans tout ce qui est Internet, dans la gestion d'un site, le développement d'un site, tout ça. C'était pas du tout. Tu vois, j'ai appris sur le tas en fait. Quand j'ai créé mon blog en 2010, Surtout à l'époque, ça devait être plus compliqué. WordPress, tout ça, c'était peut-être moins. Actuellement, tout est plutôt simple. Il y a plus de concurrence, mais à l'époque, c'était peut-être plus compliqué pour monter le WordPress, tout ça, c'était peut-être moins. Actuellement, tout est plutôt simple. Il y a plus de concurrence, mais à l'époque, c'était peut-être plus compliqué pour monter le site. hmm, Non? d'un côté, d'un côté, tout était plus simple. Tu vois, maintenant, tout est devenu plus complexe. N'importe quel aspect est devenu beaucoup plus complexe. Tu vois, par exemple, juste un exemple, Facebook à l'époque,
Tu avais ta page Facebook, tu publiais ton post, ton dernier article dessus, tu vois. C'est à peu près tout ce que tu pouvais faire à l'époque sur ta page Facebook. Et en plus, tu avais un super reach organique, tu vois, pas besoin de payer, etc. Ah oui, donc on parle pas. Oui, je comprends ce que tu veux dire. On parle pas de la même chose. Il y avait moins de concurrence. Donc moi, j'étais dans le sens. J'ai bien compris qu'il y avait moins de concurrence, mais je te parlais plus de la partie technique en fin de compte, de créer Il y avait moins de concurrence. Tout ça. Il y avait moins de concurrence, donc c'était plus facile d'avoir de la visibilité. Mais tout ce qui est tous les outils, tout l'écosystème blog était beaucoup plus simple. Tous les outils, tout l'écosystème blog était beaucoup plus simple. Tu vois, donc voilà, tu prends maintenant Facebook, c'est une usine à gaz. Rien que Facebook, tu vois, tu as même des gars qui sont juste spécialistes de la pub Facebook, tu vois, pour te dire à quel point ça s'est complexifié, quoi. Enfin, spécialiste, entre parenthèses, il y en a plein qui se disent spécialistes, mais bon, voilà, parenthèse. Donc, après, tu as mis 1 an, donc comment tu as commencé à rémunérer ton sport? Tu as fait l'affiliation, ou sinon tu as fait... j'ai oublié ce que faisait Google avant, ce qui n'était pas terrible, là. La publicité Google. AdSense, voilà, AdSense. Alors, j'ai jamais mis d'AdSense, j'ai toujours fait le choix dès le début de ne pas mettre de publicité AdSense ou bannière ou CPM, CPC pour ceux qui connaissent, tu vois. Un peu la publicité traditionnelle et classique qu'on voit sur beaucoup de sites. J'ai fait ce choix parce que pour pas faire fuir les lecteurs, parce que je venais juste de commencer. Et puis quand tu commences avec un petit trafic, tu gagnes rien en fait. Tu vois, il faut passer à ce genre de monétisation quand tu fais déjà un gros trafic, à mon sens. Voilà, donc comment tu as fait alors pour gagner ta vie avec? Alors au début, ça passait par ce qu'on appelle des articles sponsorisés. D'accord. Ça passait par des liens aussi. Voilà, essentiellement ça dans un premier temps. Et puis très vite, j'ai créé des e-books aussi. J'ai monétisé mon blog en écrivant des e-books. J'en ai écrit 4 que je vendais bien sûr sur mon blog. Donc voilà, c'était disons les 2 premières années, c'était la monétisation que j'ai installée sur le blog. D'accord. Et comment tu t'es formé? Comment tu as appris tout ça? En autodidacte, hein, sur le tas, en allant chercher des ressources sur Internet, en me formant un petit peu aussi sur Internet, en me formant un petit peu aussi sur l'aspect marketing, plus blogging. Voilà. D'accord. Bon, maintenant qu'on a vu un peu comment tu as fait, donc tu as beaucoup voyagé. Tu as fait combien de pays en tout? Dans les 80. Tu as compté? 80, wow. Non, j'ai pas compté exactement dans les 80. D'accord. Donc maintenant, on va dire, donc il y a eu certaines années qui ont passé, donc tu as écrit le bouquin donc, pour aider ceux qui veulent faire comme toi. Quels seraient les conseils? Si tu recommenceras à zéro, comment tu ferais pour commencer ton projet? Si je recommençais, comment je ferais? Quels sont les points importants en fin de compte à regarder avant de partir? Est-ce qu'il faut, comme tu dis un peu dans le bouquin, est-ce qu'il faut d'abord faire des petits voyages d'avant dans les pays où tu veux aller, ou est-ce que tu pars d'un coup à la folie si tu veux partir. Ou est-ce que tu pars d'un coup à la folie Si tu veux partir, disons que tu as une activité, tu as envie de partir, de devenir digital nomade, de partir et voyager et travailler en même temps, tu veux dire. C'est ça, ouais. Alors, disons que si tu n'es jamais sorti de France, ça dépend. Ça dépend de l'expérience de chacun déjà par rapport au voyage. Si tu n'es jamais sorti de France, je conseille à tout le monde de faire un petit test, de partir par exemple 2-3 semaines sur ses congés payés si le gars est encore salarié par exemple, de partir 2-3 semaines, de commencer de se mettre en mode digital nomade, je voyage et je travaille en même temps, c'est-à-dire pour voir déjà si on a la discipline suffisante pour être suffisamment productif quand on n'est pas chez soi, quand on est en voyage sous les tropiques, tu vois. Faire un test pour voir si on aime et penser à un vrai changement de vie, partir plusieurs mois, etc. D'accord. Et quelles seraient pour toi les professions, en fin de compte, qui ont un avantage, on va dire? Quelles sont... Bon, j'ai dit un peu la réponse, mais quelles sont les professions qui peuvent devenir digital nomades assez facilement?
Oh, il y a vraiment beaucoup de professions. Alors pour moi, il y a deux grandes catégories. Il y a les freelances, c'est-à-dire les freelances, c'est-à-dire que tu as un domaine d'expertise que tu vends auprès de clients, tu vois. Donc ça regroupe beaucoup de domaines différents. Consultant en community management, programmeur, codeur, etc., etc. Toutes les professions qui peuvent basculer en freelance et qui peuvent s'exercer un minimum à distance. Et en freelance et qui peuvent s'exercer un minimum à distance. Et ensuite, alors les freelances, c'est des indépendants, on est d'accord. Ensuite, tu as une autre catégorie d'indépendants qui, comment dire, où il n'y a pas vraiment d'interaction avec des clients, dans le sens où tu vends ton temps, une prestation pour un client. Et là, il s'agit, alors là, il y a un peu de tout, là aussi, c'est très divers. Il s'agit, par exemple, de personnes, des influenceurs, blogueurs, ça peut être ceux qui travaillent dans l'affiliation, des sites de niche, ça peut être les infopreneurs, ça peut être... les e-commerçants aussi sur Amazon. Voilà, le e-commerce, etc. Toutes ces catégories. Par contre, la grande différence avec ces catégories, c'est que la première que tu as citée, c'est pour ça que moi c'est ce que j'avais en tête, c'est que ceux-là, en fin de compte, ils peuvent gagner de l'argent tout de suite. C'est-à-dire que s'ils ont un client en France, ils disent je pars à l'étranger, si vraiment ils ont une expertise, les personnes ne vont pas avoir de différence. S'il n'y a pas trop de décalage horaire, il n'y a pas trop de problème. Et que la personne qui est influenceur et tout ce qui fait vraiment indépendant, qui n'est pas au service, il faut qu'il crée d'abord la communauté, qu'il crée le trafic, donc ça prend plus de temps. Mais c'est vrai que le freelanceur, lui, techniquement, dès le lendemain, il peut partir et voilà, il va sur Upwork ou d'autres sites et puis il peut avoir du boulot. En général, ouais, il met moins de temps pour trouver des clients, surtout que beaucoup de freelancers ne démarrent pas à partir de zéro, c'est-à-dire que souvent, il y a une grande proportion de freelancers, tu vois, qui sont salariés et qui deviennent freelancers. Et donc, souvent, ils ont déjà l'expertise dans un domaine en particulier. Et même souvent, ils partent avec des contacts, tu vois. Un carnet d'adresses qui leur permet plus facilement de trouver leur premier contrat. Donc, c'est un avantage. Alors Amazon KDP, c'est quoi? C'est un fabuleux business. Pour réussir dans Amazon, il faut deux choses, une connexion Internet et puis un ordinateur. En fait, c'est la création de livres, la création de carnets que nous allons mettre en vente sur Amazon. Et Amazon s'occupe de tout, de A à Z, donc la livraison chez le client, le SAV, etc. Et puis 2 mois après, nous recevons des royalties par rapport à nos ventes. Donc ce qui est fabuleux dans cette entreprise, c'est vraiment de la création. On crée des livres, on crée des carnets, et puis après, nous recevons donc des bons commentaires par rapport à notre travail que nous avons effectué. Aujourd'hui, Amazon KDP, c'est l'un des seuls business qui nécessite aucun investissement. À part le temps. Nous, c'est ce qu'on dit à tous nos élèves, c'est que une fois que vous êtes passionné dans ce que vous faites, oui, il faut du temps, mais par contre, je peux vous dire que c'est magnifique, puisqu'on parle surtout de création. Et quand on fait un livre où on y met du temps, on y met de l'énergie et qu'après on voit des merveilleux commentaires, je peux vous dire que c'est ultra, ultra gratifiant. Donc là, j'ai 2 questions, parce que je vais en avoir plein, donc on va essayer de faire court, parce que t'as pas beaucoup de temps. Tu as dit 2 choses qui sont super importantes, donc tu as parlé donc de royalties, donc tu vas décrire pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, donc c'est quoi, parce que c'est un super business. Souvent, quand on parle de royalties, on parle souvent lié à la musique, donc on peut pas tous être musiciens, et c'est vrai que les musiciens souvent sont des gens qu'on sait quand ils marchent bien, ils gagnent de l'argent. Donc tu viens de parler des royalties, et aussi donc tu as dit donc qu'on était donc payé 2 mois après. Non, t'as pas en fait compte de livres. Et là, quand on parle de livres, parce que moi je viens de sortir un livre, je sais très bien que quand tu fais un livre, tu gagnes pas d'argent. Donc, quel type de livre? Et tu as aussi parlé des carnets, donc bon. Je te laisse d'abord parler des royalties, on va parler ensuite du type de contenu concret. Je te laisse d'abord parler des royalties, on va parler ensuite du type de contenu concret, réellement. Ok, alors là aussi, c'est fabuleux, c'est que déjà, premièrement, tout le monde peut faire ça. Donc, on n'a pas besoin d'être un auteur, on n'a pas besoin d'être un écrivain pour faire des livres, pour vendre des livres sur Amazon KDP. Les royalties, grosso modo, donc c'est nous qui proposons le prix directement. On peut mettre du 6 €, du 7 €, 10 €, etc., du 20 €.
Et ensuite, Amazon, ce qui est beau, c'est que donc Amazon vend notre livre via Amazon.fr, Amazon.com, .ca, etc. Et 2 mois après, nous recevons des royalties. Donc, c'est de l'argent qui est directement injecté sur notre compte. Donc, c'est vraiment un délai de 2 mois, qui est quand même très, 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 très court. Ensuite, quand je dis qu'il ne faut pas être un écrivain, il ne faut pas être un auteur pour commencer tout de suite aujourd'hui à créer des livres, c'est que on peut créer ce qu'on appelle du no content. No content, ce sont que des pages avec des lignes ou des cases ou des papiers. Ce sont que des pages avec des lignes ou des cases ou des papiers quadrillés, etc. Donc c'est ce qu'on appelle du no content, sans contenu. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le low content. Là, ce sont des fiches à remplir. Donc grosso modo, par exemple, un carnet de recettes. Donc là, c'est les clients qui vont directement remplir le livre par rapport à leurs recettes à eux. Puis, je parle de carnet de recettes, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres exemples. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le middle content. Donc, on va essayer d'insérer dans notre livre un peu plus de contenu et aussi des fiches à remplir, middle content. Et bien entendu, après, nous avons le content. Là, c'est un livre avec que du contenu qui est plus dur à faire, mais qui est beaucoup plus prometteur. Le dernier, j'ai pas entendu ce que moi c'est. Le content. Content, donc un livre classique entre parenthèses d'auteur. Oui. Un livre classique, un livre d'auteur, exactement, par exemple. Qui prend, et en fait, compte par rapport à la hiérarchie que tu as dit, techniquement, c'est par rapport à la durée. Par rapport au contenu, mais aussi à la durée, parce que s'il y a plus de contenu, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, effectivement. C'est pour ça que nous, on suggère, je dirais aux gens qui commencent, surtout qui débutent dans Amazon KDP, de commencer doucement mais sûrement, c'est-à-dire avec le plus simple possible au début, qui est le no content, donc sans contenu. Donc là, on va jouer beaucoup sur les couvertures, sur les sous-niches, etc. Et aussi le low content. Et ensuite, une fois que la personne est plus expérimentée, elle peut bifurquer sur le middle, donc des livres avec un peu plus de contenu. Et encore, il y a des stratégies à mettre en place. Quand on les connaît, les stratégies, ça peut être des choses qui sont très rapides à faire. Bon, tu vas nous en parler. Donc d'abord, j'aimerais juste préciser, parce que comme j'ai la chance d'aimer ce business-là, j'ai fait des articles dessus. Et moi, puis je suis dedans, parce que maintenant, j'ai un livre content, on va dire, classique. Il me semble que par une maison d'édition, t'es payé 1 an après. Les royalties classiques, c'est 1 an après. Là, c'est 2 mois pour Amazon. Quand tu passes par une émission, c'est 1 an. C'est ça ou pas? J'ai un doute. Les maisons d'édition, le classique, je sais pas. Par contre, je peux dire qu'effectivement, avec Amazon, c'est 2 mois après, donc c'est quand même très, très rapide. Donc, disons que tu as 2 façons de faire. Je crois que quand tu es très connu, on te donne une avance. Ça, c'est les cas à part, mais ils sont très connus, c'est logique. Et quand tu es un auteur classique, en général, tu as un délai, mais c'est plus long que 2 mois, sinon Amazon n'aurait pas fait. Donc, oui, je sais que c'est plus long. Je vais aller préciser, j'irai mettre le lien, mais il me semble que c'est 1 an. J'avais vu ça dans une autre vidéo YouTube. Et donc, tu as parlé donc, des 4 types de contenus. Donc, toi, et pourquoi donc j'ai parlé des royalties? Parce que j'ai voulu te tendre, mais t'as pas tout dit, parce que les royalties, l'avantage des royalties, c'est que tu touches des revenus à vie, enfin pas à vie. Tant que c'est vendu, c'est l'avantage des royalties, c'est que t'as créé un contenu à un moment. Si le truc, c'est un contenu qui est, comment ça déjà, qui va durer longtemps, j'ai oublié le terme. Revenu, automatiquement, dans 5 ans, tu auras toujours des revenus, même si souvent c'est pas ça. Mais bon, plus t'en crées. Je connaissais un auteur, il avait fait, je crois, 160 bouquins. Bon, bien sûr, il a pris des livres des documents libres de droit, et il retouchait des royalties pendant un bon bout de temps, et il en touche toujours. Donc voilà. Oui, tout à fait. Nous, tu sais, on le sait, donc on est formateur, bien sûr, on a beaucoup d'élèves. Et je peux te dire que tous ceux qui sont présents avec nous depuis 10, 12 mois génèrent des revenus passifs. Donc ça veut dire qu'une fois que les livres sont publiés, on continue à gagner de l'argent grâce à nos livres qu'on a peut-être créés il y a 1 an de cela. Moi-même, j'ai tous les jours énormément de ventes. Et souvent, ce sont des ventes, des carnets que j'avais créés il y a très très longtemps. Donc c'est clairement des revenus passifs. Donc, avant que tu nous décrives un peu, nous donnes plus d'exemples des 4 catégories que tu as dit, même si bon, plutôt 3, parce que la contente, on a compris. Est-ce que donc, quand c'est comme ça, tu fais une stratégie 100% Amazon, ou tu vas sur d'autres plateformes qui ont moins de trafic, mais qui peuvent être aussi intéressantes? Non, moi personnellement, c'est 100% Amazon. Je préfère être meilleur dans un seul domaine que d'être moyen dans plusieurs. Faut pas oublier que c'est une puissance, une machine de guerre qui est monstrueuse. Tout est en place chez Amazon, tout le monde connaît Amazon aussi. Et puis aussi, l'énorme avantage de passer avec Amazon, c'est que ça met en confiance le client. Donc, puis il livre très rapidement avec l'offre Prime.
Le client a la possibilité d'être livré au bout de 2 jours seulement, donc la livraison est ultra rapide. Et je préfère me concentrer, c'est un conseil d'ailleurs que je peux donner, c'est concentrez-vous sur une seule chose, un seul produit au début, une seule entité, un seul partenaire, faites-le bien, et puis après, éventuellement, si vous voulez élargir vos horizons, vous le ferez à ce moment-là. C'est vrai que c'est pour ça qu'Amazon est connu, donc ils sont forts en data, en trafic, et c'est aussi que les gens ont déjà leur carte bancaire, donc ils sont déjà prêts à l'achat. Quand ils vont sur Amazon, ils sont déjà prêts à l'achat, donc c'est un gros avantage. Oui. Donc décris-nous les 3 livres, donc le no content, le low content et middle content. Quel type de contenu tu parles? Bon, tu l'as dit un peu, je t'ai dit, je crois, mais décris-nous un peu le type de contenu. Ok, alors si vous voulez, le no content, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment des carnets sans contenu du tout. Ça peut être aussi bien des pages blanches, ça peut être des pages lignées, ça peut être des pages quadrillées, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le no content. C'est très facile à mettre en place puisque l'intérieur, on le télécharge et on peut garder le même intérieur pour énormément de carnets différents. La seule chose qu'il faut changer, c'est la couverture. Et pour la couverture, donc là, on va jouer avec les émotions, hein, on va se sous-nicher. Il y a des passionnés de tricot, il y a des passionnés de musique, des passionnés de guitare, d'animaux, etc. Donc nous, on va jouer en fait avec les émotions, on va jouer avec ce que veulent les gens. Donc on va créer des couvertures, on va déclencher une émotion instantanée auprès de la personne et c'est ça qui va faire que la personne achète. Ça, c'est le no content, donc c'est vraiment le plus facile à faire. Donc le no content, donc c'est des carnets. Il n'y a pas, pas d'autres types. Ouais. Voilà, ce sont des carnets. Hein, donc, on ne va pas parler de toute la stratégie ici, parce qu'après, il y a aussi le Amazon.com, les compositions netbook, etc. Là, c'est immense comme marché de no content. Mais sur le marché français, c'est surtout, je dirais, des carnets avec des lignes. Hein, donc, les gens achètent un carnet avec des lignes, et puis ils vont écrire à l'intérieur, tout simplement. Et donc, ça à quel prix en général ? Alors là, le prix, ça dépend bien entendu de votre niche, ça dépend de la sous-niche, dans quel marché nous sommes, mais aux alentours de 6,99 €. C'est un peu les prix qui sont pratiqués dans la plupart du temps. Et la rémunération, je crois que c'est 70%, c'est ça ? La rémunération, donc si on vend ça 6,99 €, on reçoit aux alentours des 2,50 € à peu près. D'accord. Par livre vendu. C'est moins que ça, alors. Ok. Ouais, parce qu'après, il y a pas il me semble que j'ai eu ça pour mon ebook. Moi, quand on dépasse un montant, on a 70 et au-dessus, ça change. Ça peut changer. Alors, 6,99 €, c'est vrai que les royalties sont pas énormes. Ok, c'est aux alentours des 2 €, 2,50 €. Ah, 2 €, c'est pas mal. Si on fait du volume, c'est pas mal. C'est très bien, mais ça, le no content, nous on le conseille encore une fois vraiment à ceux qui commencent. Donc, si vous qui écoutez le podcast, vous voulez vraiment débuter dans Amazon KDP, félicitations déjà, hein, parce que c'est un super beau business. Mais il faut commencer avec de bonnes bases. Et puis, pour avoir des bonnes bases, il faut commencer avec le début. Le début, c'est du no content. Après, nous, on conseille toujours de faire du low ou du middle content. Donc là, les prix, c'est nos limites. C'est nos limites. Et on conseille même mieux à nos élèves de mettre des 12, 13, 14 € par livre. Donc là, la marge est immense. Là, on parle Donne-nous les exemples de low content. Alors, des exemples de low content, donc ça peut être par exemple des carnets de recettes. Et quand on fait des carnets de recettes, donc on a des fiches. Vous pouvez mettre la température du four, la recette, les ingrédients, etc. Donc c'est des gens qui vont pouvoir remplir vraiment leur meilleure recette. Et puis après, pour sous-nicher, on peut jouer avec les plats italiens, les spécialités italiennes, les spécialités espagnoles. On peut aller vraiment dans toutes les régions du monde, hein, s'il le faut. Hein. Le low content, c'est aussi par exemple des carnets de voyage. Donc moi-même, j'en ai fait beaucoup des carnets de voyage. Avant la pandémie, j'en vendais énormément. Bien entendu, il y a eu la pandémie, donc il y a eu un petit frein au niveau des ventes. Mais des carnets de voyage, c'est par exemple à l'intérieur, nous allons mettre des cases ou des cases vides. Et puis les gens vont pouvoir cocher les cases en mettant ce qu'il faut qu'ils emmènent avec eux. Les endroits les plus visités, les bons moments qu'ils ont passés, les personnes qu'ils ont rencontrées, etc. Et puis là, on laisse des places disponibles. Et puis les gens, au fur et à mesure, ils écrivent leur carnet de voyage. Et puis là, encore une fois, on peut sous-nicher dans tous les pays du monde s'il le faut, dans toutes les régions du monde s'il le faut. Et puis ça fonctionne parfaitement bien. Le low content, ça peut être une multitude de choses. Le low content, ça peut être une multitude de choses. Les gens qui, par exemple, tricotent des projets de broderie diamant, pour ceux qui connaissent, des toiles de peinture, ça peut être, je vous le dis, le marché en fait est immense, il y a énormément d'opportunités
Par rapport au low content, un low content, c'est très facile à mettre en place. On parle peut-être de 2 à 3 heures de temps environ. D'accord, 2 à 3 heures, ok. Plus ou moins. Donc, en termes de middle content, pour les exemples. Alors, middle content, ça, c'est un marché qui est très, très intéressant pour les plus expérimentés. Là, ce que nous allons faire, nous allons voir quelles sont les problématiques, quels sont les problèmes, qu'est-ce que les gens veulent acheter le plus. Donc là, il y a des stratégies. On parle, je sais que le marché des enfants, tout ce qui est enfants, c'est immense. Donc, ce que nous allons faire dans du middle content, nous allons pouvoir répondre, entre guillemets, à un problème, tout compte fait, ce que cherchent les gens. Nous allons écrire plusieurs pages, ça peut être 5, 6, 7 pages de contenu, donc on va expliquer le pourquoi ce livre, etc. Et puis ensuite, on peut faire des fiches où les gens vont, les enfants, peu importe, vont pouvoir remplir directement, donc de façon très interactive. Et puis du middle content, alors là c'est encore une fois, c'est immense, tout ce qui est marché alimentation, tout ce qui est activité pour enfants, tout ce qui est jeu d'activité aussi. Etc. Donc l'avantage d'Amazon KDP aujourd'hui, c'est que c'est quasiment du sans fin en fait. C'est que quelqu'un qui est motivé, qui est intéressé par Amazon KDP et qui connaît bien sûr toutes les stratégies, parce qu'on parle de stratégie, ce sont des personnes qui vont non seulement s'amuser, qui vont prendre du plaisir dans Amazon KDP, mais aussi ce sont des personnes qui vont pouvoir générer pour certains, plusieurs milliers d'euros. Ouais, donc il faut savoir être créatif, quoi. Et c'est marrant quand tu parles, j'arrête pas de penser un business que je connais encore, Amazon, et ça ressemble en fin de compte à ça, parce qu'il faut juste, techniquement c'est un t-shirt blanc ou une serviette blanche, mais dessus on rajoute des éléments, de la niche, des mots-clés, et automatiquement on peut vendre parce qu'on est sur une plateforme où il y a beaucoup de volume. Oui, voilà. Le POD, là on peut travailler avec plusieurs partenaires. Il n'y a pas que Amazon, il y a Spreadshirt, il y en a beaucoup. Amazon KDP, dans le monde de l'édition, on est un peu plus limité. C'est pour ça que je conseille surtout Amazon. Mais effectivement, c'est comme du POD. Donc le POD, c'est quoi? C'est un t-shirt avec un logo, avec une phrase inspirante, une citation. Et puis les gens, ils l'achètent non pas pour la matière, ils s'en fichent un petit peu en quoi c'est fait, mais ils achètent beaucoup le t-shirt pour la phrase, pour la couleur, pour le logo, pour l'image, etc. C'est pas grave. C'est l'avantage de la POD, c'est que c'est des marques. Donc en fait, si tu arrives à leur donner une certaine force, on peut te copier, c'est pas grave en fait. Mais moi après, mais tout le monde ne crée pas de marque, donc ça tombe bien. En fait, on t'a avancé dans la réunion. Bon, je vais te laisser te présenter même si tout le monde te connaît, et puis on va partir dessus. Alors ok, ça marche. Je m'appelle donc Sébastien Cerise, j'ai 41 ans. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Ça fait 15 ans maintenant que je travaille sur Internet. J'ai beaucoup travaillé dans l'ombre d'autres personnes. J'ai commencé en faisant du copywriting pour d'autres, puis de la rédaction de produits. Et je me suis orienté en 2014 sur le e-commerce, principalement le dropshipping. Je découvrais le dropshipping et je trouvais que le principe était assez magnifique de ne pas avoir le risque de stock. Et je me suis lancé. J'ai créé plein de shops. Depuis ce temps-là, j'ai créé une centaine de shops en tout. Et pour la majorité, je les ai revendus. Et ensuite, en 2016, je me suis dit, en parlant avec un de mes amis qui est spécialiste de formation, on s'est dit que c'était intéressant de formation, de faire un peu de coaching, j'en fais pas beaucoup, mais des choses comme ça, parce que c'était pour moi la manière la plus rapide et la plus facile, je vais mettre des guillemets à facile, la plus facile de se lancer dans le business. Les guillemets à facile, c'est juste pour dire que c'est pour moi plus facile que le reste. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile, il y a quand même beaucoup de travail. Bon, on est tous d'accord, non? Parce que moi aussi, je suis très pro-affiliation et donc je dis que c'est l'affiliation. Bon, après, on peut tout dire parce que chacun ça. Mais c'est que c'est facile à se lancer, ça ne veut pas dire que c'est facile à scaler. C'est-à-dire que c'est comment on dirait? Oui, c'est ce qu'on dit en business. Le ticket d'entrée est pas cher, donc c'est facile à. Mais comme tout ce qui est facile d'entrée, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Et en plus, toi, tu as bien précisé, là, sans le vouloir, en fin de compte, que tu as créé une centaine de shops. Souvent, les gens, ils rentrent, ils créent 1 ou 2 shops, ça ne marche pas, ils abandonnent. Ah oui, puis moi, les premiers, je vais te dire, je me suis planté. Je pense que c'est le 4e ou le 5e que j'ai réussi à faire évoluer. Au début, j'ai galéré comme tout le monde, et même plus que tout le monde. J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Pas lâcher le truc, si tu lâches le morceau. D'où le truc, la marque que j'ai créée, Be a Pit, parce que pour moi, c'est un peu ça, l'esprit du pitbull. Les entrepreneurs, les boxeurs, les militaires qui vont à la guerre, tous ces gens-là ont un mindset un peu particulier, et c'est le mindset de je lâche pas le morceau, même si nous, notre vie n'est pas en jeu. Mais malgré tout, c'est le même type de mindset. On lâche pas, c'est pas parce que ça marche pas la première fois qu'on lâche, parce que pour moi, il y a que ceux qui abandonnent qui échouent réellement. Ouais, donc il faut persévérer, comme on dit, tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas perdu.
Exactement. Surtout qu'on est entrepreneur, donc c'est pas un projet, des fois c'est plusieurs projets. Et l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut créer jusqu'à même 70 ans, 80 ans, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, exactement. Moi, je mourrai le plus tard possible, hein, mais je mourrai en travaillant, puisque j'ai pas l'impression de travailler, en fait. C'est un plaisir, c'est une passion. Alors, tout me passionne pas, hein. Comme tu disais, toi, le sourcing, ça te passionne pas. Moi, il y a d'autres domaines qui me passionnent pas, bah, je les délègue, ou en petite partie, bah, il y a des choses que je suis obligé de faire. Et bah, c'est pas grave. Mais 99% de ma vie me passionne. Bah, c'est le plus important. Donc pour le POD, donc bah, tu vas nous donner quelques petits tips pour qu'on puisse ceux qui hésitent encore et qui ne sont pas encore lancés. Donc comment faire? Donc, je pense que toi tu es comme moi, tu passes par Printful. Je passe aujourd'hui par Printful pour le POD, ouais, tout à fait, parce que c'est ceux qui ont le plus c'est ceux qui aujourd'hui proposent le plus de produits, les plus rapides parce qu'ils ont des bureaux, enfin en tout cas des zones de fulfillment en Europe, ce qui Ils fait sont à Liga ou Lima parce qu'en fin de compte les deux créateurs sont de l'est enfin je crois que c'est ouais, c'est un pays de l'est, voilà. C'est Lettonie, il me semble, Lettonie ou Estonie. Voilà, c'est ça, ouais. C'est Riga, je crois. Riga, voilà. Donc je sais plus si c'est Estonie ou Lettonie. Bref, peu importe, l'un de ces pays-là. Et effectivement, du coup, ils sont assez rapides à le faire. Ils ont pas mal de produits en production. Ils ont pas mal de produits en production. Ils ont des prix. C'est relativement compétitif, on va dire, même s'il y a mieux, mais après les moins chers, je crois que c'est Custom 4 ou Custom 4, j'ai oublié le nom. ouais, Ils sont à 5 ou 6 euros le t-shirt, mais après, bon, il faut voir la qualité, il y a plein de choses à voir. Mais bon, déjà, s'ils commencent déjà avec ça, Printful, c'est pas mal. Après, il y en a plein d'autres, hein. On en parlera après s'il le faut. Et je mettrai un lien parce que j'avais fait un article sur les 14 meilleures sociétés de print on demand. Parce qu'après, en plus, il y a deux façons. Comme on disait avant entre nous, il y a ceux qui sont designers, donc pour eux c'est facile, ils ont même, s'ils veulent même pas créer de shop, hein, ils vont sur les plateformes comme Redbubble et tous les autres et ils font que du design, bon, ce qui est peut-être moins important, mais bon, pour eux c'est facile à scaler parce que techniquement c'est juste de la matière grise et ils font un design et c'est parti. Et là, nous, ce qu'on parlait, c'est plus la personne qui crée son shop et qui emmène le trafic sur le shop. Ouais, complètement. Est-ce que toi tu fais aussi ce qu'on appelle du Amazon Merch by Amazon, Merch by Amazon, t'en as fait un petit peu ou Je l'ai fait. J'ai fait Merch by Amazon, mais moi j'ai un problème fondamental avec Amazon, c'est à qui appartiennent les clients. Et donc je suis pas, enfin, comme Amazon FBA, je le fais parce que c'est pratique, mais aujourd'hui je me décale plutôt vers les solutions extérieures comme Qubin et compagnie pour faire pour gérer les stocks quand il y a du stock. Et pour Merch, en fait, on vend nos productions sur Amazon, mais pas du tout. Enfin, c'est pas géré par Merch en fait. C'est pas géré par Merch. D'ailleurs, les productions sont en vente. C'est FBM, Fulfilled by Merchant. Donc, c'est nous qui envoyons. Cela dit, moi, je suis en train de travailler actuellement sur une plateforme de POD en France. On en a déjà une qui fait l'impression de produits sous licence de marque. Donc les Marvel, DC Comics et compagnie. Donc là, c'est un peu différent. C'est pas tes propres designs, c'est le design déjà préexistant et validé par les licences, par les marques. Mais du coup, on a un centre en région parisienne, on a un centre de logistique. Ce qui fait qu'on les met sur Amazon, mais par contre, c'est nous qui les expédions et c'est pas géré en POD par Amazon. Donc Merch, je l'ai utilisé il y a 2 ans de mémoire et je ne l'utilise plus aujourd'hui. D'accord. Bon, dans tous les cas, on va aussi parler donc, de tes projets un peu à la fin, parce qu'il y a plein de trucs qui se font. J'ai vu que tu es revenu sur le continent français, entre parenthèses. Tu as plein de projets assez costauds. Donc là, un guide, la personne est newbie, veut commencer, donc Printful. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Alors, moi, je vais te dire mes meilleurs, mes plus gros hits, mes plus grosses ventes en impression à la demande. C'est pas les plus beaux designs qui ont été faits. C'est les textes les plus inspirants. Ce qui veut dire que même quelqu'un qui n'est pas ultra doué en design peut le faire à .com. J'ai créé, moi, je suis pas du tout designer, hein, pas du tout. J'ai créé des trucs et j'ai fait mes plus gros hits avec des textes écrits tout simplement. Alors un peu stylisés, tu vois, mais des textes écrits. Parce que pour moi, c'est pas le design qui vend. C'est très compliqué de vendre le design, sinon tous les artistes seraient millionnaires et franchement, la majorité ils bouffent pas. Donc c'est pas vraiment le design qui vend, c'est le meaning, le sens
La signification et surtout si on est lié à une communauté, parce qu'en plus je crois que j'avais fait moi un article le guide de l'impression et de demande et j'avais fait donc le lien des meilleurs t-shirts et à l'époque où je l'ai fait, je crois que c'est en 2017-2018, le meilleur t-shirt c'était je suis I'm a Mommy Bitch, enfin je suis la plus chiante des mamans, je sais pas, un truc tout basique. Et en fin de compte, ça a fait un carton. Je pense que la personne a bien marketé, a poussé au maximum. Et je crois qu'il a fait qu'un t-shirt, il a fait environ 200-300 000. Ah oui, c'est fou. Alors moi, il y a un exemple de truc qui avait très très bien marché, c'est un bundle entre un t-shirt pour enfants, pour les gosses. Tu vois, le même t-shirt, donc tu en vends 2 d'un coup, du coup, d'un panier moyen meilleur, etc. Donc c'est intéressant. Mais c'était CTRL-C, CTRL-V, tu sais, copier-coller. Ah oui. Cliquer sur papa, coller sur le bébé, sur l'enfant. C'est le truc le plus simple du monde, quoi. Et ça fait des gros cartons. Donc c'est le sens, c'est la signification qui vend et pour moi pas le design en lui-même. J'ai fait faire des très très beaux designs sur des plateformes comme 99 Design en faisant des concours. Si je lui rajoutais pas un texte, ça vendait pas. Donc c'est le texte qui vend pour moi plus que le design en lui-même. Donc pour préciser, à savoir que, parce que moi je l'ai déjà dit sur mes plateformes, Printful aussi a un service design, donc il faut aller en dessous du site, tu cliques design, et en fin de compte, tu leur envoies, même quand tu sais pas dessiner, tu leur envoies un petit truc un peu basique, et eux vont le modifier, c'est entre 150 et 200, je crois que 89 design c'est pareil, mais bon, ils sont assez chers, donc toi tu payes combien en général pour 99 un design? 700 € parce que je prenais les meilleurs designers. C'est-à-dire, tu sais, tu as un truc pour avoir... Ah oui, tu as 3 portefeuilles, ouais. Tu as 3 offres. Je prenais les meilleurs. Et du coup, je me suis retrouvé avec des superbes designs. C'est vrai, tu as des types qui font des choses magnifiques. C'est pas là que j'ai fait les plus gros cartons. Les plus gros cartons, c'est effectivement, alors soit directement dans Printful parce qu'ils ont un truc pour dessiner, pour écrire, soit en passant par Canva parce que je connaissais bien Canva, soit en le faisant faire par des Fiverr ou n'importe qui. J'ai le souvenir d'un Fiverr ou n'importe qui. J'ai le souvenir d'un superbe design que j'avais fait, un superbe résultat en termes de vente, hein. Le design en lui-même n'était pas terrible, que j'avais fait faire sur Fiverr, donc à 5 balles, qui était un truc pour les motards en anglais, et qui disait en gros, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il permet d'acheter une Harley Davidson, et ça c'est le bonheur, enfin un truc dans ce genre-là, tu vois. Et donc c'est juste la signification qu'a vendu, le design en lui-même n'était pas splendide du tout, quoi. Est-ce que donc toi, chaque fois donc, tu fais de la pure création, parce que je sais très bien que dans le prix de demande et même dans le business en général, c'est bien de s'inspirer. Et moi, je le dis, hein, pourquoi s'embêter à les créer quand on peut des fois s'inspirer de ce qui marche et donc de modifier un petit peu. Est-ce que donc toi, tu es plus dans ça ou chaque fois tu crées toi par toi-même parce que tu es créatif et tu n'es pas là à t'inspirer et à aller voir ce qui marche ou tu crées comme ça? Moi, je vais voir ce qui marche. Je vais voir les Teasily, les Teespring, les Spreadshirts, je vais voir leurs best-sellers. Je regarde ce qui se vend le mieux, ce qui marche. Je vais voir les Teasily, les Teespring, les Spreadshirts, je vais voir leurs best-sellers. Je regarde ce qui se vend le mieux, je vais voir Amazon, je traque tout le monde pour voir ce qui se vend bien en impression à la demande et je m'inspire. Parce qu'il n'y a pas de raison de réinventer l'eau tiède. Tu sais, moi j'envoie à mes designers en disant je voudrais un truc inspiré de ça. Bon, faut pas que ce soit exactement la même chose, mais tu t'inspires de ça et roule les jeunesses. Hein. Parce que tu sais, en général, ce qu'on utilise, c'est des dictons populaires, des citations, des choses comme ça, qui n'ont pas en fait, le texte n'a pas de copyright. Donc, tu as le droit d'utiliser, tu n'as juste pas le droit de reprendre exactement le même design, mais tu as le droit de t'inspirer. Donc, moi, j'ai tendance à m'inspirer de ce qui gagne, des produits gagnants de manière générale. Évidemment, ça fait gagner un temps monstrueux. Et est-ce que donc tu fais des coûts financiers, on va dire, sur des t-shirts, et est-ce que donc tu élargis la gamme sur moi aussi je suis comme toi, je parle un peu anglais, donc sur les t-shirts à capuche, voilà, les hoodies, parce que je connais ça, ou les t-shirts, et tu développes pas sur l'ensemble. Et une autre question, est-ce que tu restes sur un ou deux shops, et après donc tu changes, ou tu crées à chaque fois un shop par un peu par idée, par... Alors, je vais déjà répondre à la première question, ensuite je passerai à la seconde. Là, je fais toute la gamme. Quand on est sur Printful, ça coûte pas plus cher de faire toute la gamme. Et du coup, je fais des bundles. Tu vois, les gens t'achètent ton design. Ce qu'ils aiment, c'est ton design. Ils l'aiment sur un t-shirt, ils vont l'aimer sur un mug, ils vont l'aimer sur n'importe quoi. C'est un truc un peu pour les nanas, sur les sacs. Tu vois, donc tu vas faire du bundle, tu vas leur proposer 3 trucs avec 10% de réduction, 20% de réduction, voilà les recettes qui marchent. Hein. Donc j'utilise tout ce qui est possible de faire.
Enfin, tout ce qui est possible, non, c'est pas vrai. Mais les grands trucs, quoi, les hoodies, les serviettes quand il y a des serviettes, les Canva, moi j'aime beaucoup, tu sais, les tableaux qu'on accroche au mur, toutes ces choses-là. Donc moi, je fais le plus de choses en utilisant à fond les plateformes. Ils proposent des produits, ça coûte pas plus cher de mettre dessus. Hein. Donc je le fais. Ensuite, parce qu'à la base, tu mets que le mock-up, puis après, évidemment, plus, quoi. Bah ouais. Évidemment. Donc il y a pas de raison, de le faire. Surtout aujourd'hui avec les mock-ups comme Placeit, tu sais, donc place.it. T'as des mock-ups en vidéo, enfin, c'est des trucs assez géniaux. Donc, j'utilise les mock-ups, je les mets un peu partout. Ça me coûte juste l'achat des mock-ups, mais le mock-up t-shirt, tu mets n'importe quel t-shirt et tous tes t-shirts sur le même, tu vois. Les mock-ups papier peint sur le mur, c'est les mêmes. Donc, il n'y a pas de raison de se priver. Les gens aiment le design, ils vont acheter plusieurs choses et je les contrôler plusieurs fois. Les gens t'achètent le t-shirt et t'achètent le mug si tu leur proposes, tu vois, parce qu'ils se disent le truc est cool, j'ai envie de l'avoir aussi sur mon bureau. Donc voilà pour la première. Ta deuxième question, c'est de savoir si j'ai un shop généraliste, par exemple, moi j'ai des shops généralistes, hein, eh bien je rajoute des sections en impression à la demande. Pour faire des tests, ça me permet de faire des tests comme tous les autres produits avec les shops généralistes. Et ensuite, je vais plutôt aller sur des niches. D'ailleurs, je ne vais pas faire du monoproduit. En revanche, je vais aller sur des niches, par exemple, je vais dire une bêtise, mais la niche, j'ai parlé par exemple des bikers. La niche des bikers, je vais leur proposer pas un design. Si je confirme que ça marche bien, eh bien, je vais produire du design très, très, très régulièrement pour améliorer la lifetime value des clients, la valeur à vie des clients, en leur vendant des nouvelles choses en permanence. Donc non, je vais exploiter les niches au maximum possible. Je fais très peu de coûts COUP, de coûts marketing. Très peu. Ça m'arrive d'en faire, mais j'en ai fait à l'époque de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.